Bonjour, je vous propose une première vidéo sur les arbitrages. Alors, je vais commencer par dire, pour cadrer cette vidéo, qu'on peut utiliser les options dans trois contextes. Premièrement, à des fins de spéculation. Deuxièmement, à des fins de couverture, couverture de risques financiers, couverture d'un portefeuille. Et enfin, à des fins d'arbitrage. Alors, on va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle la conversion inverse. Mais avant toute chose, je tiens à préciser ce qu'est un arbitrage. Un arbitrage, c'est un ensemble de prises de position sur deux marchés différents, par exemple un marché d'options et un marché à terme, pour profiter de poches d'inefficience de ces marchés et réaliser ainsi un gain certain, c'est-à-dire un gain connu à l'avance. Alors, pour parler de la conversion inverse, je voudrais commencer par préciser ce qu'est un achat à terme. Sur la base d'un exemple, on va imaginer qu'on achète un contrat à terme au prix grand F de 100 euros. Ça veut dire que l'acquéreur de ce contrat s'engage à le payer 100 euros à l'échéance. On va noter grand S, le cours de l'actif support du contrat sur le marché au comptant le jour de l'échéance. S est donc le cours auquel l'actif support du contrat à terme peut être revendu à l'échéance. Alors, à l'échéance, le propriétaire du contrat à terme, comme le propriétaire de tout contrat à terme, va déboucler sa position en revendant l'actif au prix grand S. Si j'ai acheté un contrat à terme, eh bien, je déboucle en revendant. Alors, on va voir les différentes possibilités en prenant différentes valeurs du cours du sous-jacent le jour de l'échéance. Donc, je fais varier S entre 80 et 120, c'est-à-dire que je prends quelques valeurs qui encadrent le prix à terme de 100 euros. Et je précise que ce contrat à terme, il a été payé 100. Donc, si je peux revendre au prix S que j'ai payé 100, eh bien, si je revends 80 ce que j'ai payé 100, j'ai perdu 20. Si je revends 90 ce que j'ai payé 100, j'ai perdu 10. Si je revends 100 ce que j'ai payé 100, je gagne 0. Si je revends 110 ce que j'ai payé 100, je gagne 10. Et si je revends 120 ce que j'ai payé 100, je gagne 20. La courbe de profil de résultat à l'échéance de cet achat à terme est donc la droite que vous voyez en bleu sur la droite de l'écran. Parlons maintenant d'achat synthétique. Alors, pour avoir un achat synthétique, il convient d'acheter un call et de vendre un put de même prix d'exercice, que je vais supposer égal à 100 euros, et évidemment de même date d'échéance et avec le même sous-jacent. Je suppose que la prime du call est égale à la prime du put. On peut dire par exemple 10 euros. Dans ce cas, il y a une compensation entre le prix payé pour acheter le call, 10 euros, et le montant encaissé lors de la vente du put. Donc d'un point de vue de la trésorerie, l'achat du call et la vente du put correspondent à un cash flow égal à 0. Moins 10 plus 10 égale 0. On va dire soit S, le cours du sous-jacent à l'échéance. Je vais présenter dans un petit tableau les différents résultats possibles pour celui qui a réalisé un achat synthétique en prenant des hypothèses de cours du sous-jacent qui encadrent le prix d'exercice de 100. Ça veut dire que je fais varier S entre 80 et 120. Si je suis acheteur d'un call, à l'échéance, j'en suis propriétaire et la valeur du call que je détiens est égale à la valeur intrinsèque. Donc évidemment, le droit de payer 100 ce qui vaut 80 n'a aucun intérêt, donc ça vaut 0. Le droit de payer 100 ce qui code 90 vaut 0. Le droit de payer 100 ce qui vaut 100 vaut 0. En revanche, le droit de payer 100 ce qui vaut 110, ça vaut 10. Et le droit de payer 100 ce qui vaut 120, ça vaut 20. Maintenant, concernant le put, je rappelle que je l'ai vendu. Ça veut dire que je ne l'ai plus et que je suis à la merci de ma contrepartie. C'est-à-dire que si ma contrepartie décide d'exercer son put, eh bien, je dois lui financer sa valeur intrinsèque. Donc, si le cours du sous-jacent est de 80, le droit de vendre, je rappelle que le put est une option de vente, le droit de vendre 100, ce qui code 80, ça vaut intrinsèquement 20, mais si je suis le vendeur de put, je dois financer la valeur intrinsèque de ma contrepartie, donc j'écris moins 20. Le droit de vendre 100, ce qui vaut 90, ça vaut 10. Encore une fois,
je suis vendeur de put, donc je finance la valeur intrinsèque de ma contrepartie. Le droit de vendre 100 ce qui vaut 100 n'a aucun intérêt. Le droit de vendre 100 ce qui vaut 110, comme le droit de vendre 100 ce qui vaut 120, ça n'a aucun intérêt. Du coup, ma contrepartie abandonne son option et je n'ai rien à financer. Voilà. Et donc, le résultat à l'échéance est donc de 0 moins 20 égale moins 20, 0 moins 10 égale moins 10, là on a 0, 10 et 0, 10, 20 et 0, ça nous fait 20. Donc, ça veut dire que le profil de résultat à l'échéance de celui qui a acheté un call et qui a vendu un put correspond à cette droite. Et cette droite correspond exactement au même profil que celui que nous avons vu dans le cadre, dans la slide précédente, d'un achat à terme. Par conséquent, l'idée est de combiner cette combinaison de positions, achat d'un call et vente d'un put, qui réplique bien en termes de résultat à l'achat à terme avec une vente à terme. Voilà. Et c'est cela qu'on va appeler la conversion inverse. Donc je répète, c'est l'achat synthétique plus la vente à terme. L'achat synthétique, je rappelle que c'est l'achat d'un call, on va dire prime C, prix d'exercice E, combiné à la vente d'un put, prime P, prix d'exercice E. Et ça, on le combine avec la vente à terme, avec un prix à terme qui sera noté grand F. Alors je cherche le résultat à l'échéance. Pour cela, je vais préciser que grand F sera le cours de l'actif support sur le marché comptant à l'échéance. Et on note R, le résultat, bien sûr, avant IS, à l'échéance. Donc je cherche R. Alors, à quoi est égal R? Alors, tout d'abord, je pars du principe qu'il a fallu que je mette en place mes positions. C'est-à-dire que j'achète un call, donc je paye C, donc moins C, et je vends un put, ça m'amène à encaisser P. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je me place à l'échéance. Or, l'achat du call et la vente du put ont lieu tout de suite. Si je veux me placer à l'échéance, eh bien, je vais capitaliser ce montant, c'est-à-dire en multipliant par 1 plus R à la puissance T, 1 plus R puissance T étant le coefficient de capitalisation. À l'échéance, mon call comme mon put, bref, mes deux options, valent leur valeur intrinsèque, puisqu'à l'échéance, il n'y a plus de valeur temps. Alors, d'abord, concernant le call, eh bien, partons du principe selon lequel, à l'échéance, nous savons que la valeur intrinsèque d'un call, c'est le max entre 0 et S-E qui apparaît en bleu. J'ai acheté le call, j'en suis propriétaire, je peux le revendre pour sa valeur intrinsèque à l'échéance, max de 0 S-E. Par ailleurs, le put, par définition, un put a pour valeur intrinsèque 0 E S. Mais attention, le put, je l'ai vendu. Donc la valeur intrinsèque est pour ma contrepartie et je dois la lui financer. Donc comme je dois financer, je mets un moins. Et puis par ailleurs, nous avons la position à terme. Nous avons vendu à terme au prix grand F, donc nous avons encaissé grand F, donc plus grand F, et à l'échéance, nous débouclons la position en achetant l'actif support que nous payons grand S. Et comme nous décaissons lors de l'achat de l'actif support grand S, j'écris moins S. Alors, pour se débarrasser des max, nous allons faire deux hypothèses. Hypothèse 1, S est supérieur à E. S supérieur à E, ça veut dire que S moins E, en faisant passer le E à gauche, est positif. Ou en faisant passer le S à droite, on va dire E moins S est négatif. Alors le résultat, à l'échéance, grand R, est donc égal à moins C plus P 1 plus R puissance T. Nous sommes dans l'hypothèse où S supérieur à E, c'est-à-dire S moins E positif. Donc si S moins E est positif, le maximum entre 0 et un nombre positif appelé S moins E, c'est S moins E. Et puis, par ailleurs, si S est supérieur à E, c'est-à-dire si E moins S est négatif, eh bien en vert, le max de 0 E moins S étant négatif, le maximum, ce sera 0. Et puis par ailleurs, j'ai recopié plus F moins S. Nous constatons que le plus S et le moins S se simplifient, ce qui nous donne cette expression qui est indépendante de S. Hypothèse 2, S est inférieur à E. Ce qui revient à dire, en passant le E à gauche, que S moins E est négatif. Ce qui revient à dire également, en passant le S à droite, que E moins S est positif. Dans ce cas, le résultat qui est ici devient, alors évidemment je recopie moins C plus P 1 plus R puissance T,
Nous sommes dans l'hypothèse S inférieur à E, c'est-à-dire S-E négatif. Donc le max entre 0 et un nombre négatif appelé S-E, c'est 0. Et puis j'ai moins ensuite le max de E-S. Si S est inférieur à E, c'est-à-dire si E-S est positif, eh bien le max de 0 E-S, le max entre 0 et un nombre positif, eh bien c'est le nombre positif, c'est-à-dire E-S. Et bien évidemment, je recopie plus F moins S, correspondant à ma position à terme, mise en place et débouclée. Alors, il me suffit ensuite de distribuer le moins, c'est-à-dire d'enlever la parenthèse, qui nous donne moins E plus S, et puis j'ai recopié plus F moins S. En simplifiant par S, nous nous apercevons que nous nous retrouvons avec moins C plus P, 1 plus R puissance T, moins E plus F. Donc nous constatons deux choses. La première, c'est que ce résultat est indépendant de S, comme dans l'hypothèse 1, et puis nous constatons aussi que le résultat est exactement le même, finalement, dans l'hypothèse 1 et dans l'hypothèse 2. Dans les deux cas, nous obtenons un résultat égal à moins C plus P, 1 plus R puissance T, moins E plus F. Donc nous avons un résultat d'arbitrage, puisque ce résultat est indépendant de S et que R est unique. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons finalement pas de risque, car le risque que nous prenons quand nous allons sur le marché des options, ou que nous prenons quand nous allons sur le marché à terme, est l'incertitude quant à ce que sera le cours du sous-jacent ou le cours de l'actif support à l'échéance. Et là, nous constatons que c'est indépendant du cours du sous-jacent ou du cours de l'actif support. Ce qui veut dire que nous avons finalement mis en place un portefeuille non risqué, et comme il est non risqué, puisqu'il n'y a aucune incertitude, eh bien, nous pouvons considérer qu'il rapporte le taux sans risque, petit r. Vous savez, ce taux qu'on appelle R indice F, au sens risk-free rate, dans le MEDAF. Donc finalement, un résultat d'arbitrage, c'est par exemple ceci, c'est-à-dire un gain certain, quel que soit le cours du sous-jacent à l'échéance, ou le cours de l'actif support. Alors, de tout ce qui a été présenté, on peut en déduire la parité call-put. Rappelons le résultat d'arbitrage qui est fondé sur la conversion inverse qu'on vient de voir, et que j'ai remis en gras. Nous allons faire l'hypothèse que les marchés sont arbitrés, c'est-à-dire que les arbitragistes sont passés par là. Et dans ces conditions, il n'y a plus de gain d'arbitrage possible. C'est-à-dire que le résultat d'arbitrage est nul. Alors, on peut considérer que le prix à terme est la meilleure anticipation du cours comptant futur. Dans ce cas, je peux remplacer dans l'expression qui est ici, grand F, par la valeur capitalisée au taux sans risque du cours comptant que je note S0. Rien n'empêche de multiplier tous les termes qui sont ici par 1 plus R puissance moins T, et dans ces conditions, on se retrouve avec moins C plus P, sans facteur de capitalisation, moins E multiplié par 1 plus R puissance moins T, plus S0, le tout étant égal à 0. Il me suffit, pour avoir la parité call-put, d'isoler grand P, c'est-à-dire de faire passer le moins C à droite, c'est-à-dire plus C, plus S0 qui donne moins S0, et moins E fois 1 plus R puissance moins T qui devient plus E, 1 plus R puissance moins T. Je vais proposer une deuxième vidéo sur la conversion.